Ce jour-là, lorsque Nelson Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, Graça Machel se dit silencieusement qu'elle voulait être présente. Des années plus tard, à 79 ans, elle permit enfin au monde d'entendre son histoire, non pas comme la veuve d'une icône mondiale, mais comme la femme qui se tenait à ses côtés, voyait sa fragilité et comprenait l'homme derrière le mythe. Pendant des décennies, elle resta silencieuse, observant le monde vénérer Mandela le légendaire. Mais aujourd'hui, Graça brise ce silence, levant le voile sur un mariage qui en surprit beaucoup, supporta les doutes et révéla finalement des vérités longtemps murmurées, mais jamais confirmées. Quand deux titans se sont rencontrés. La rencontre entre Nelson Mandela et Graça Machel n'était jamais destinée à être le début d'une histoire d'amour. Au milieu des années 1990, tous deux étaient déjà des vétérans des combats de l'histoire. Mandela avait déjà quitté ses fonctions après un seul mandat en tant que premier président noir d'Afrique du Sud. Il était admiré dans le monde entier, salué comme un symbole de résilience après 27 années passées en prison. Graça Machel, quant à elle, était déjà une dirigeante redoutable à part entière. Née Graça Simbine dans le Mozambique rural en 1945, elle grandit orpheline après la mort de son père, quelques semaines avant sa naissance. Elle s'était frayé un chemin à travers les écoles missionnaires, avait obtenu une bourse pour Lisbonne, puis était rentrée dans son pays natal pour rejoindre la lutte du Frélimo pour l'indépendance. En 1975, à seulement 30 ans, elle devint la première ministre de l'Éducation et de la Culture du Mozambique. Elle était aussi la veuve de Samora Machel, premier président du Mozambique, dont la vie s'était tragiquement terminée dans un crash aérien en 1986. Lorsque Mandela et Graça se rencontrèrent pour la première fois lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation, la connexion fut discrète, presque imperceptible. Il n'y eut pas d'étincelle romantique, pas de démonstration publique. C'était plutôt une reconnaissance mutuelle. Tous deux avaient mené des vies marquées par le sacrifice, l'exil et une perte insoutenable. Ils parlèrent des droits des enfants, des espoirs fragiles de l'Afrique australe, de l'éducation comme fondement de la liberté. Pourtant, sous cette conversation formelle, il existait un courant plus profond. Deux âmes qui connaissaient le prix du leadership, qui comprenaient le deuil d'une manière que peu pouvaient imaginer. Pendant des mois, ils restèrent en contact discrètement. Des lettres furent échangées, des dîners partagés, mais toujours loin des regards de la presse. Lorsque les rumeurs de leur relation commencèrent à circuler, le monde fut pris par surprise. Mandela avait presque 80 ans, un homme vénéré comme le sage de l'Afrique. Graça était plus jeune de 27 ans, toujours respectée comme femme politique et humanitaire. Pour beaucoup, leur union paraissait improbable. Pour d'autres, elle éveillait la suspicion. Était-ce un amour véritable? Ou bien la convenance de deux figures publiques habituées aux projecteurs? Les critiques ne les ébranlèrent pas. Mandela, après des décennies d'examens incessants, connaissait le prix de l'opinion publique. Et Graça, longtemps définie par ses mariages avec des hommes puissants, refusa de laisser les commérages dicter ses choix. Leur lien s'approfondit, non pas sous les feux des projecteurs, mais dans la tranquillité du quotidien. Mandela trouva en Graça une partenaire qui lui offrait stabilité, intelligence et tendresse dans le crépuscule de sa vie. Elle découvrit en lui un homme qui, malgré son envergure mondiale, la traitait comme son égal. Le 18 juillet 1998, le jour où Mandela fêta ses 80 ans, il lui demanda de l'épouser. Leur mariage fut petit, privé, entouré de leur famille et de proches amis. Le monde extérieur explosa en frénésie médiatique, mais à ce moment-là, leur fondation était déjà inébranlable. Ce que les caméras ne captèrent pas, c'était la simplicité entre eux, les éclats de rire nés de l'humour malicieux de Mandela et l'acceptation que la différence d'âge, le statut ou les spéculations ne pouvaient en briser. Comme Graça le dira plus tard, leur amour n'était pas construit sur l'illusion ou la dépendance, mais sur le rare cadeau du respect mutuel. À une étape de la vie,
où tous deux comprenaient la véritable valeur de la compagnie. L'homme derrière le mythe. Au moment où Graça Machel devint l'épouse de Nelson Mandela en 1998, le monde avait depuis longtemps cessé de le voir comme un homme ordinaire. Pour beaucoup, il était intouchable, lauréat du prix Nobel de la paix, père d'une Afrique du Sud libre, symbole dont la simple présence apaisait les nations. Pourtant, Graça découvrit quelque chose de bien différent une fois les discours terminés, une fois les caméras éteintes, une fois les portes fermées la nuit. À la maison, Mandela n'était pas le mythe. Il était l'homme qui la taquinait sur sa cuisine, qui laissait ses chaussettes éparpillées dans la chambre, qui insistait pour lire les nouvelles à voix haute chaque matin, même lorsque sa vue faiblissait. Il était parfois têtu, refusant d'utiliser les appareils auditifs prescrits par les médecins. Il les repoussait d'un geste, affirmant qu'il allait bien, et Graça riait doucement avant de l'inciter à les remettre. Dans ces instants, elle comprit vite que sa discipline légendaire ne s'appliquait pas toujours aux petits détails du quotidien. Il portait avec lui les cicatrices de la prison, visibles et invisibles. Graça se souvenait que parfois, la nuit, le sommeil le fuyait. Les souvenirs des camarades morts derrière les barreaux, des éclairs de violence, le poids des choix faits en tant que leader revenaient silencieusement. Il n'avait jamais regretté de n'avoir effectué qu'un seul mandat comme président, mais il se demandait à voix haute s'il avait eu le temps de réparer suffisamment ce qui était brisé. C'était une facette de Mandela que peu avaient vue. Un homme qui doutait encore, qui luttait encore avec le prix de ses décisions. Et pourtant, il avait aussi un humour juvénile qui adoucissait ses nuits lourdes. Graça décrivait souvent son rire, le vrai. Pas le profond éclat préparé pour les visites d'État, mais le rire un peu bête qu'il réservait à la maison. Il lançait de petites blagues, la taquinait, et trouvait de l'amusement dans les choses les plus ordinaires. Pour un homme que le monde voyait comme du granit, Graça le connaissait comme joueur, doux, parfois même fragile. Leur vie privée ensemble n'était pas faite d'illusions ou de grandeur. Elle était marquée par de longues conversations dans le jardin, des repas partagés et une complicité tranquille. Ils voyageaient souvent ensemble, assistant côte à côte à des conférences, mais Graça veillait toujours à garder son nom et son identité intacts. « Je n'étais pas seulement sa femme », affirma-t-elle un jour avec fermeté. « J'étais moi-même avant lui et je suis restée moi-même avec lui. » Quand la santé de Mandela commença à décliner, Graça devint non seulement sa compagne, mais aussi son aidante. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, des millions de personnes la virent soutenir doucement son bras, stabilisant cette silhouette autrefois indomptable. En privé, elle avoua que voir sa force s'éteindre fut l'une des épreuves les plus dures de sa vie. Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle disparaît, confia-t-elle à une chaîne sud-africaine en 2009. Elle comprenait que cela faisait partie de la vie, mais cela la faisait souffrir profondément. Une femme qui s'est tenue debout par elle-même. Bien avant que son nom ne soit lié à celui de Nelson Mandela, Graça Machel s'était déjà taillé une place dans l'histoire. Née dans le Mozambique rural en 1945, elle entra dans le monde dans des circonstances tragiques. Son père était mort seulement 17 jours avant sa naissance. La plus jeune de 6 enfants, elle grandit avec une conscience aiguë des inégalités, élevée dans une mission catholique et confrontée aux limites imposées aux filles dans l'Afrique coloniale. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle refusa d'accepter ces barrières. Graça obtint une bourse pour étudier à Lisbonne, au Portugal, une opportunité rare pour une femme noire à l'époque. Là, elle s'immergea dans les langues, l'allemand, le portugais, le français, l'espagnol, l'italien et son Xitsonga natal, et devint politiquement active dans des groupes étudiants de résistance. Ses années à l'étranger la radicalisèrent. Elle vit de près l'arrogance du pouvoir colonial et rentra chez elle déterminée à contribuer à son démantèlement. En 1973, elle rejoignit le Frelimo, le mouvement de libération du Mozambique, et travailla comme institutrice, tandis que la lutte pour l'indépendance faisait rage.
Lorsque le Mozambique obtint enfin son indépendance en 1975, Graça fut nommée ministre de l'Éducation et de la Culture à seulement 30 ans, devenant ainsi la première femme de l'Afrique indépendante à occuper un tel poste. Elle releva un défi immense. À l'époque, moins de la moitié des enfants d'âge scolaire étaient inscrits dans l'enseignement primaire ou secondaire. En quelques années à peine, sous sa direction, le taux de scolarisation explosa. Plus de 90% des garçons et 75% des filles fréquentèrent l'école. Elle lança des campagnes d'alphabétisation, ouvrit l'accès aux zones rurales et fit progresser l'éducation des filles, transformant presque du jour au lendemain la vision du Mozambique sur l'éducation. Son premier mariage, avec Samora Machel, premier président du Mozambique, fut autant une union d'idéaux qu'une union de cœur. Ensemble, ils rêvaient de remodeler un pays tout juste libéré de la domination coloniale. Mais la tragédie frappa en 1986, lorsque Samora mourut dans un crash aérien près de la frontière sud-africaine. Devenue veuve avec 2 jeunes enfants, Graça aurait pu aisément se retirer de la vie publique. Au lieu de cela, elle élargit son action à la scène internationale. Dans les années qui suivirent, elle devint une avocate mondiale de premier plan pour les enfants et les réfugiés. Son rapport révolutionnaire de 1996 pour les Nations Unies sur l'impact des conflits armés sur les enfants fut le premier du genre, attirant l'attention mondiale sur les victimes oubliées de la guerre. Elle reçut des distinctions internationales, le Africa Prize en 1992 pour ses contributions à l'éradication de la faim, la médaille Nansen en 1995 de l'ONU pour son travail humanitaire et une reconnaissance de la reine Élisabeth II en 1997 lorsqu'elle fut nommée Dame Commander of the Order of the British Empire. Son leadership s'étendit à l'éducation et aux politiques dans le monde entier. De 1999 à 2019, elle fut chancelière de l'Université du Cap, devint ensuite présidente de la SOAS, Université de Londres en 2012 et chancelière de l'Université africaine du leadership en 2016. Elle cofonda The Elders avec Mandela et Desmond Tutu en 2007, s'attaquant aux crises mondiales, du Moyen-Orient au mariage des enfants. Aujourd'hui encore, elle demeure l'une des voix les plus influentes pour les droits des femmes, la santé maternelle et l'autonomisation des jeunes en Afrique. Graça a souvent été claire sur un point. Elle ne se définit pas par les hommes qu'elle a épousés. « J'ai aimé de grands hommes », dit-elle un jour, « mais je ne deviens pas grande en les aimant. J'ai ma propre histoire. » Pour elle, Mandela n'était pas une couronne à porter, mais un compagnon de route. Son indépendance ne s'est jamais effacée dans le mariage. Elle continua à diriger des fondations, à présider des comités internationaux et à construire des réseaux pour les femmes entrepreneurs africaines. Elle n'interrompit pas ses projets pour devenir l'épouse de Mandela. Elle resta Graça Machel, dirigeante, éducatrice, militante et voix des sans-voix. Le long adieu. Au fil des années 2000, la santé de Nelson Mandela commença à décliner. Pour un homme qui avait enduré des décennies de travaux forcés en prison, le poids physique de l'âge était inévitable. Graça Machel, qui l'avait autrefois vu marcher avec assurance sur les scènes mondiales, se tenait désormais à ses côtés, tandis que son corps le trahissait peu à peu. Elle se souvenait de l'étincelle dans ses yeux qui commençait à s'éteindre, de cette voix autrefois puissante qui s'affaiblissait. En 2009, elle confia à une chaîne sud-africaine avec une douleur contenue. Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle disparaît. Vous comprenez que cela doit arriver, mais cela fait encore mal. La réalité privée était plus dure que ce que le public pouvait imaginer. Mandela, autrefois défini par sa résilience, s'irritait de sa propre fragilité. Il résistait à l'aide, insistait pour marcher sans assistance et écartait les inquiétudes des médecins. Graça, patiente plus ferme, devait souvent équilibrer sa fierté et son bien-être. Aux yeux du monde, il restait le vieux sage souriant.
Derrière les portes closes, il était un mari vieillissant, qui oubliait parfois des noms, égarait des objets et avait besoin d'être rassuré. Lorsque la Coupe du monde de la FIFA arriva en Afrique du Sud en 2010, Mandela était déjà affaibli. Des millions de spectateurs dans le monde entier virent la cérémonie de clôture où Graça soutenait délicatement son bras, le guidant doucement à travers ce moment. Pour elle, ce n'était pas un geste symbolique, mais un acte d'amour pratique. Elle était désormais son ancre, le maintenant stable à mesure que ses pas ralentissaient. Puis vint le 5 décembre 2013. Mandela mourut à l'âge de 95 ans, officiellement d'une pneumonie, à son domicile de Johannesburg. Le monde entier entra en deuil. Des chefs d'État affluèrent de tous les coins du globe. Les convois de sécurité envahirent les rues et une cérémonie commémorative eut lieu, devenant l'un des plus grands rassemblements de dirigeants de l'histoire moderne. Barack Obama prononça un éloge émouvant. Des chants furent entonnés, des discours prononcés, et l'homme connu sous le nom de Madiba fut célébré davantage comme un mythe que comme un mortel. Mais pour Graça, le spectacle semblait étrangement creux. Elle se tenait auprès du cercueil dans un silence digne, observant des dirigeants qui avaient à peine connu son mari rivaliser pour le louer avec éloquence. Pour elle, Mandela n'était pas seulement la figure de la réconciliation sanctifiée devant les caméras. Il était l'homme qui embrassait son front avant de se coucher, qui plaisantait maladroitement à table, qui griffonnait des mots affectueux d'une écriture soignée. Le chagrin qu'elle portait ne pouvait être capturé par un théâtre politique. Après les funérailles, elle se retira de la vie publique. Pendant des années, Graça avait été la compagne et l'aidante de Mandela, mais dans l'imaginaire mondial, elle fut réduite au rôle de personnage secondaire, la veuve digne dans l'ombre du géant. Elle avait besoin de silence, non seulement pour faire son deuil, mais aussi pour retrouver son équilibre. Elle parla rarement de Mandela durant ses premiers mois, laissant au monde le temps de pleurer pendant qu'elle affrontait le vide de sa maison. Il fallut des années avant qu'elle ne s'autorise à parler ouvertement. Et quand elle le fit, ce ne fut pas pour démanteler l'héritage de Mandela, mais pour rectifier le récit. Nelson n'était pas parfait, admit-elle dans l'une de ses premières interviews franches. Il était bon, profondément bon, mais il luttait comme tout le monde, avec son tempérament, avec la culpabilité du temps perdu avec ses enfants, avec le fardeau de devoir toujours être meilleur que les autres. Ces mots ne le diminuaient pas. Ils l'humanisaient. Pour Graça, séparer le mythe de l'homme n'était pas une trahison, c'était de l'amour. Elle voulait que le monde se souvienne de lui non pas comme d'une statue de bronze, mais comme d'un mari qui trébuchait, qui doutait, qui vieillissait et qui, malgré tout, choisissait chaque jour la bonté, au-delà de l'ombre. Dans les années qui suivirent la mort de Mandela, Graça Machel porta un fardeau que peu pouvaient imaginer. Elle avait été mariée à 2 présidents, tous 2 devenus des figures majeures de l'histoire de l'Afrique. Le monde la présentait souvent comme la seule femme à avoir été première dame de 2 nations différentes, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Pourtant, Graça refusa cette définition. Elle parla avec une fermeté tranquille. « J'ai aimé de grands hommes, mais je ne deviens pas grand dans les aimants. J'ai ma propre histoire. » Sa décision de finalement rompre le silence n'était pas motivée par un besoin de reconnaissance, mais par le désir de corriger le déséquilibre dans la manière dont Mandela était rappelé. Elle craignait que le mythe de Mandela n'éclipse peu à peu l'homme lui-même. Statues, noms de rues et discours le dépeignaient comme parfait, presque saint. Pour Graça, c'était dangereux. Si le monde croyait que le changement était uniquement l'œuvre des saints, alors les gens ordinaires cesseraient de croire en leur propre pouvoir de faire la différence. Elle voulait restaurer l'humanité de Mandela, montrer qu'il avait des défauts, des doutes et des peurs, et que sa grandeur ne venait pas de la perfection, mais de la persistance. Les réflexions de Graça devinrent une forme d'activisme en soi. Elle rappela au public que Mandela pouvait être impatient, qu'il luttait avec la culpabilité du temps perdu avec ses enfants,
qu'il avait parfois le sentiment de ne pas avoir assez fait pour son pays. Ce n'étaient pas des critiques, mais des précisions. Il ne pouvait jamais être totalement à moi, admit-elle. Il appartenait au peuple. C'était le mariage que j'avais accepté, non seulement avec lui, mais avec sa mission. Sa voix ne portait aucune amertume, seulement de la sagesse. Elle comprenait que le véritable amour ne réside pas dans la possession, mais dans le partenariat. En même temps, elle était déterminée à retrouver sa propre voix. Trop souvent, les journalistes la présentaient uniquement à travers le prisme de son veuvage. Graça répondit à ce récit en poursuivant son travail mondial. À travers le Graça Machel Trust, elle bâtit des réseaux pour les femmes entrepreneurs africaines, milita pour la santé maternelle et infantile et encadra une nouvelle génération d'activistes. Elle parla avec passion de l'égalité des sexes, exhortant à ce que les femmes africaines soient vues non pas comme des soutiens symboliques, mais comme des leaders à part entière. Les femmes ne sont pas seulement des réceptacles de grandeur, déclara-t-elle à Kigali lors d'un discours inaugural. Nous sommes aussi des faiseuses d'histoire. Son activisme s'étendit également à de nouveaux domaines urgents. Alors que le changement climatique menaçait les économies fragiles de l'Afrique, elle appela à inclure la voix des jeunes dans les débats politiques, avertissant que les programmes d'aide traditionnels risquaient d'être détournés de l'éducation et de la santé vers des efforts d'adaptation. Elle se tenait sur les scènes mondiales non pas comme la veuve de Mandela, mais comme Graça Machel, la femme d'État qui avait autrefois transformé le système éducatif du Mozambique, l'humanitaire, qui rédigea le rapport révolutionnaire de l'ONU sur les enfants dans les conflits armés, la chancelière qui guida des universités à travers les continents, son propre héritage. À mesure que Graça Machel avançait dans la fin de sa soixantaine, elle commença à réfléchir ouvertement à ce que signifiait avoir vécu sa vie aux côtés de géants tout en gardant sa propre identité. En 2017, lorsqu'elle fut élue membre honoraire de la British Academy, il était clair que le monde ne la voyait plus seulement comme l'épouse de Mandela. Elle était de plus en plus reconnue comme l'une des voix les plus durables de l'Afrique en matière d'éducation, d'humanitarisme et de leadership féminin. Pourtant, elle ne laissa jamais les honneurs la détourner du cœur de sa mission. Elle insistait sur le fait que les titres et les médailles n'étaient au mieux que symboliques. Ce qui comptait, affirmait-elle, c'était de savoir si les gens ordinaires, surtout les femmes et les enfants, ressentaient l'impact de son travail. Son Graça Machel Trust devint son instrument pour réaliser cette vision. À travers lui, elle créa des plateformes pour les femmes entrepreneurs à travers l'Afrique, lutta contre le mariage des enfants et fit la promotion de la santé maternelle. Elle continua à encadrer de jeunes activistes, leur rappelant souvent de ne pas reproduire son parcours, mais de créer le leur. Elle exhortait les femmes à s'affirmer comme leaders et non comme personnages secondaires dans l'histoire de quelqu'un d'autre. « Trouvez votre propre voie », leur disait-elle. « Ne vivez pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. » Son travail ne s'arrêta pas à l'égalité des sexes. Avant la COP27, elle parla avec franchise de la politique climatique, avertissant que la jeunesse africaine était mise à l'écart des débats cruciaux. Elle craignait que l'aide au développement ne soit dépouillée de l'éducation et entièrement détournée vers l'adaptation. Pour Graça, c'était inacceptable. À ses yeux, investir dans les jeunes, par l'école, la santé et les opportunités, constituait en soi une forme de résilience climatique. Dans chaque interview et chaque discours, elle ramenait la conversation à la dignité des Africains ordinaires, en particulier des femmes et des enfants, comme mesure du progrès. Et pourtant, même en avançant, la mémoire de Mandela restait une compagne silencieuse. Le 17 juillet 2018, elle monta sur scène lors de la Nelson Mandela Annual Lecture à Johannesburg, aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa et de l'ancien président américain Barack Obama, pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire de Mandela. Près de 15 000 personnes remplirent le stade. Tandis qu'Obama parlait de la capacité de Mandela à infléchir l'arc de l'histoire,
Graça écoutait avec une compréhension intime que peu pouvaient égaler. Elle seule avait vu le mari derrière le héros, l'homme qui se fatiguait le soir, qui avait encore besoin d'amour et de rire autant que de respect. Ses réflexions aujourd'hui sont lucides, sans romantisme, mais profondément porteuses d'espoir. Elle insiste sur le fait que la grandeur n'est pas l'apanage des statues ou des saints. L'héritage de Mandela, affirme-t-elle, prouve que même des personnes imparfaites et fragiles peuvent choisir le courage encore et encore. Et sa propre vie, traversée par les révolutions, les ministères, les tragédies et l'amour, prouve que les femmes peuvent porter l'histoire sans être définies par les hommes qu'elles ont aimés. Lorsqu'on lui demanda récemment ce qu'elle espérait que l'on retiendrait d'elle, Graça fit une pause avant de répondre « Que j'ai vécu pleinement, que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'étais plus que l'épouse de quelqu'un, j'étais l'avocate de quelqu'un, l'enseignante de quelqu'un, le miroir de quelqu'un. » C'est un héritage lié à celui de Mandela, mais qui ne s'y réduit pas. Elle l'honore en l'humanisant, et elle s'honore elle-même en refusant de disparaître dans son ombre. L'histoire se souvient de Nelson Mandela comme d'une légende, mais grâce à Graça Machel, nous nous rappelons qu'il fut aussi un mari, un père et un homme qui lutta comme n'importe qui. Pensez-vous que voir nos héros comme des êtres humains les rend plus inspirants, ou moins? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous retrouver dans la prochaine histoire.